enchaînons à présent avec Planète Marché, une quarantaine de minutes pour tenter de décrypter cette actualité de marché et ce contexte incertain, politique, économique et surtout financier. Ce soir, nous avons le plaisir d'avoir 3 invités pour nous accompagner. Léa Dauphas, tout d'abord, chef économiste chez TAC Economics. Bonsoir Léa Dauphas. Bienvenue donc sur le plateau de Smart Bourse. À côté de vous également David Belloc, gérant et stratégiste chez Mirova. Bonjour David Belloc. Bonjour. Et pour nous accompagner également Malik Hadouk, directeur de la gestion diversifiée de CPR-AM. Bonjour Malik Hadouk. Bienvenue donc à tous les 3 sur le plateau de Smart Bourse. On va essayer de comprendre un petit peu vos scénarios de marché dans ce contexte qu'on a décrit, de plus en plus incertain ou qui pose en tout cas de plus en plus de questions. On va peut-être commencer avec vous, Léa Dauphas. Donc on a écouté Jérôme Powell hier soir. On a entendu cette première hausse de taux. On a entendu les arguments de Jérôme Powell qui a notamment plaidé pour une solidité de l'économie américaine capable d'encaisser 7 peut-être hausse de taux au total sur 2022. On a l'impression que la Fed a décidé de normaliser finalement son soutien à l'économie américaine coûte que coûte, quoi qu'il se passe, j'ai envie de dire, d'incertain ou de certains autour de cette décision. C'est le sentiment que vous avez également chez TAC Economics ? Alors, la réunion de la Fed, c'est peut-être la seule surprise qu'on n'a pas dans nos quotidiens des dernières semaines. Ouais, la seule chose qui était prévue. Voilà, la Fed l'avait annoncé, on le savait, on l'attendait déjà depuis plusieurs semaines, et son discours est cohérent avec l'environnement mondial. C'est-à-dire qu'on a une hausse de l'inflation qui est forte aux États-Unis, qui n'est pas seulement liée à des facteurs temporaires comme on peut l'avoir sur d'autres économies. On a des débuts de spirale prix-salaire sur un ensemble de segments. On a une hausse du prix des biens qui risque en plus d'être amplifiée par les derniers mouvements qu'on a en Chine de fermeture de nouveau liés à la stratégie Covid. Oui. Donc toute cette dynamique-là fait que dans tous les cas, le risque inflationniste non seulement était déjà élevé, mais en plus il risque de s'accélérer, de devenir une vraie contrainte. Donc le fait qu'aujourd'hui la Fed accélère et annonce des hausses de taux successives, c'est pas surprenant. Et je dirais même plus, quand on regarde tous les cycles de resserrement de la Fed, c'est déjà cohérent, ça s'est déjà passé et c'est assez logique dans une phase où aujourd'hui la Fed et l'économie américaine en tout cas est en haut de cycle, avec un marché du travail qui est robuste, avec une situation de dépenses et de conso qui décélère par rapport au pic Covid, mais qui permet aujourd'hui d'absorber ce resserrement de la Fed. Alors, nécessairement, ça va amener un ralentissement de la demande. Maintenant, on a encore beaucoup de marge de manœuvre. Parce que c'est la critique qui est formulée aujourd'hui sur... Alors effectivement, c'est pas surprenant, ça a été annoncé et j'ai même envie de dire que sur les derniers mois, c'était même demandé à certains moments par les marchés financiers. Alors toujours dans une optique d'inflation transitoire et donc de hausse de taux qui interviendrait au moment où l'inflation commencerait à se réduire d'elle-même. Bon, c'est pas le cas aujourd'hui. En revanche, une des critiques formulées sur cette hausse de taux, c'est qu'en fait, on applique un choc d'offres, un remède qui correspond normalement à un choc de demande en matière d'inflation. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas si dramatique que ça dans la situation actuelle. Déjà, on ne parle que de 25 points de base, même s'il y en aurait 7 dans l'année. Et ce que vous dites, c'est que finalement, ça répond quand même en partie au problème. Alors, il y a quand même un petit point d'incertitude à mettre en avant qui est la situation ukrainienne. On l'a bien entendu hier dans le discours. On sait bien que la Fed est vraiment data dependent et que si on avait un choc macro, il y aurait vraiment un pivot sur la stratégie qu'elle met en place. Donc c'est pas un coûte que coûte. On voit bien qu'il va y avoir une appréciation. Maintenant, sur la situation macro, est-ce que l'économie américaine, compte tenu du niveau d'emploi, compte tenu du niveau de chômage, compte tenu de la dynamique de revenus, est capable aujourd'hui d'absorber ces hauts de taux ? Elle l'est totalement, d'autant plus que c'est quelque chose qui est anticipé, que c'est quelque chose qui est pricé. Quand on fait les mesures traditionnelles et qu'est-ce qu'il faudrait pour faire basculer l'économie en récession, quand on tient compte de la dynamique de dette, de la dynamique d'inflation, de la dynamique de croissance, il faudrait qu'on approche des taux 10 ans américains dans un seuil entre 2,7 et 3%. D'accord. Ce seuil-là serait un seuil qui ferait basculer les profits des entreprises et ce serait le seuil de bascule. On en est loin encore aujourd'hui, même si on a cette appréciation sur les taux longs, mais on a quand même un seuil qui reste large pour qu'on n'ait pas de risque récessif sur très court terme, en tout cas sur l'économie américaine. C'est un scénario de ralentissement qui s'approche et qui sera probablement là disons, fin d'année, mais on n'est pas aujourd'hui, au mois de mars, dans ce scénario-là, pas encore. Donc si, quand on voit la Fed qui revoit à la baisse ses prévisions de croissance pour 2022 et qui en plus met en place donc, du coup, des hausses de taux qui vont potentiellement venir grignoter la croissance aussi, on se dit que c'est pas de nature à inquiéter plus que ça le marché. D'ailleurs, les marchés américains ont clôturé en hausse hier soir, ils ont plutôt applaudi la décision de la Fed. Alors, dans l'environnement global, disons que c'est là où il faut faire un peu attention, c'est pas de nature à inquiéter, on est sur un scénario ukrainien qui est encore très inconnu. Bien sûr, oui. On mesure mal probablement l'impact de ces disruptions sur l'inflation américaine.
on mesure mal les possibles risques de nature systémique qui pourraient apparaître. Donc, on est encore dans une phase incertaine. Ce n'est pas le scénario où tout va bien se passer. Il ne faut pas avoir ce scénario très positif sur l'économie américaine. Mais en tout cas, aujourd'hui, oui, les fondamentaux de l'économie américaine sont capables d'accepter sur l'horizon 2022 ce resserrement de la Fed. Il est faible, il est mesuré, il est anticipé. Ce qu'il faut peut-être plus avoir en tête, c'est que cette hausse de 0,25 points de base s'accompagne aussi de ce quantitative tightening, donc cette baisse du bilan de la Fed. Nous, on a fait les calculs. L'équivalent en termes de montant du quantitative tightening, si la Fed diminue son bilan de 100 milliards à chaque meeting, 100 milliards, c'est l'équivalent de 25 points de base. Ça voudrait dire qu'en fait, la Fed double par cette mesure-là, 50 points de base à chaque fois. C'est là où il faut faire attention, ça commence à arriver sur des niveaux récessifs. En tout cas, c'est des niveaux qui vont affecter la demande, mais plutôt sur l'horizon fin du deuxième semestre que immédiatement. Malik Haddouk, même question un petit peu sur cette première hausse de taux de la Fed. Alors je rappelle qu'on a, d'ailleurs les gens qui nous écoutent le savent, mais on a l'habitude d'une Fed et de banques centrales particulièrement accommodantes. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il puisse stresser les marchés, les banques centrales sont au rendez-vous. Et là, coûte que coûte, effectivement, c'est décidé depuis longtemps, mais on dit que on revient vers une normalisation, on fait une sorte de retour à la normale, très progressif, mais on l'enclenche. Ouais. Il n'y a pas de surprise, comme l'a dit ma collègue, il n'y a pas de surprise, c'était attendu. Ce qui est un peu plus surprenant, c'est que la Fed reconnaît qu'elle est en retard sur l'inflation. Pendant longtemps, elle a dit que l'inflation était sous contrôle, et là, reconnaît implicitement qu'elle s'est trompée sur l'inflation. Elle nous a dit qu'elle était transitoire, et finalement, ce transitoire commence à durer trop longtemps, et finalement, on augmente les taux au moment où l'inflation est toujours au plus haut niveau. Oui, tout à fait. Donc, elle est obligée de le faire. On n'a plus le choix pour combattre cette inflation. Ce qui m'a un peu surpris dans les déclarations de Powell, c'est le fait qu'il soit aussi optimiste sur l'économie américaine, alors que les taux réels devraient monter de plus de 100 BP. 160, si on prend en compte les chiffres qu'il a indiqués, la hausse des taux. Une remontée aussi puissante des taux d'intérêt réels, on sait que ça va impacter négativement la croissance économique. Ça, on en est absolument certain. Est-ce à dire qu'il compte sur un effet... que l'économie américaine va réussir à s'adapter à ce nouvel environnement. Et c'est ça qu'il va falloir suivre, en fait. Ce qui va inquiéter les marchés, c'est si le ralentissement économique, comme elle le précisait, arrive bien plus rapidement qu'anticipé. Parce que c'est vrai qu'il y a un marché du travail dynamique. Il y a une économie qui résiste bien pour l'instant. Mais il y a une inflation qui devient galopante et puis un effet prix-salaire de second tour qui pourrait venir ralentir les choses. Donc il va falloir être vigilant là-dessus, mais la normalisation, elle était attendue et les banques centrales vont continuer à le faire parce que l'inflation aujourd'hui, avec le choc aussi qu'on a sur le prix des matières premières, avec éventuellement, si la Chine continue sa politique Covid-0 à la maintenir, ça va avoir aussi des effets sur l'économie mondiale et notamment américaine. Oui, notamment sur certains secteurs en particulier. Donc le risque, c'est un ralentissement de la croissance américaine trop rapide sur cette année 2022 et qui viendrait du coup remettre en cause la stratégie de la Fed actuellement. Mais qui viendrait remettre en cause la stratégie de la Fed, mais aussi qui impacterait les bénéfices d'entreprise. Parce que là, je vous rappelle que sur 2022, aux États-Unis, on n'a pas commencé à réviser. On l'a fait en Europe. Bien sûr. Aux États-Unis, on reste sur une croissance qui est maintenue autour de 8%. Croissance de bénéfices pour 2022. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on n'a pas encore pricé un impact de la situation géopolitique et économique aux États-Unis aujourd'hui. Pour l'instant, aux États-Unis, trop optimiste ? Non, les analystes considèrent qu'elle est immunisée pour l'instant parce qu'il se passe en Ukraine, parce que c'est vrai que c'est loin. Oui, parce qu'on fait le lien qu'elle n'a pas la problématique énergétique auquel est confrontée l'Europe. Parce que l'Europe, on va en parler, mais l'Europe, elle est dépendante du gaz gaz russe. Et donc, l'Europe ne peut pas se permettre, par exemple, un embargo sur le pétrole ou le gaz russe, parce que ça entraînerait des conséquences immédiates sur le niveau de vie des Européens, avec une hausse des taux de prix de l'électricité et du gaz, et qui impacterait immédiatement la consommation. Alors, je note effectivement on parle de la Fed, mais très rapidement, dans la réponse, il y a les termes récession ou effectivement guerre en Russie ou Ukraine qui reviennent. Donc, tout est lié. J'aimerais quand même vous entendre, David Belloc, sur ce sujet donc, de hausse de taux de la Fed. Parce que quand on lit effectivement ce qui peut être écrit sur cette décision de hausse de taux, donc elle ne surprend pas. Mais elle ne surprend pas aussi parce qu'on a l'impression qu'elle n'est pas dictée que par des facteurs économiques, mais aussi par des facteurs politiques aux États-Unis.
Alors oui, tout à fait. Donc la Fed n'avait pas le choix et puis c'était complètement attendu. Donc il y avait la possibilité même potentiellement de monter de 50 BP, ce qu'elle n'a pas fait d'une part du fait de l'incertitude du conflit ukrainien et des répercussions sur la croissance mondiale et sur le prix du pétrole, mais aussi du fait du renchérissement des conditions de financement avec la baisse du marché actions, avec l'élargissement des spreads, le renchérissement du dollar. Donc finalement, là, à court terme, compte tenu de l'incertitude géopolitique, il n'était pas nécessairement utile de déclencher 50 BP. Mais donc finalement, c'était quoi? C'était la décision, la plus petite décision pour venir contenter aussi le politique et notamment Joe Biden aux États-Unis? C'est surtout qu'ils peuvent, alors là pour le coup, vraiment se le permettre. À ce stade, 25 BP, on ne sait pas comment va évoluer la situation. Le marché attend 7 hausses. On a un marché d'emploi extrêmement robuste, création d'emplois, on a 11 millions d'emplois vacants, un déséquilibre clair en faveur des demandeurs d'emploi. On a 5% d'inflation salariale. On a un marché d'immobilier qui est quand même assez tendu, qui est d'ailleurs une des composantes des chiffres d'inflation auxquels la Fed doit faire face. Donc c'est aussi pas une mauvaise chose de calmer un petit peu ce marché immobilier. On a peut-être plus d'incertitudes sur 2023 en termes de potentiel de croissance, mais donc là, étant donné que la croissance acquise de 2% sur 2022, compte tenu de la très très forte croissance du T4, c'était quand même 6% en rythme annualisé, donc on a une économie en mouvement, avec un momentum qui est quand même assez fort, et donc c'est évident que c'est une bonne façon de reconstituer progressivement des marges de manœuvre, des cartouches en cas de détérioration de la situation économique sur la seconde partie de l'année, voire l'année prochaine. Donc là, on avait une fenêtre de tir qu'elle n'a pas complètement utilisée pour les raisons que j'évoquais, mais qui semblait évident. Après, il y a donc la hausse des taux et il y a effectivement les attentes du resserrement bilan. Et sur ce point, on remarquera que Powell a été quand même assez... Pas très précis à la fois au niveau du timing et du montant. Donc il y a quand même encore une part d'optionnalité de mon point de vue. D'ailleurs, on a vu donc, les taux monter suite à cette décision de hausse et surtout les dot plots, donc les 7 hausses de taux affichées, puis rebaisser intraday sur la journée américaine hier, lorsqu'il a évoqué effectivement l'optionnalité, alors pas l'optionnalité, mais en tout cas la non-certitude en termes de montant et timing par rapport à ce diminution de bilan. Donc je pense au même titre que la BCE a délivré ce que le marché attendait quelque part, mais peut-être même un peu plus au quiche en termes de fin de tapering accélérée et de potentielle hausse des taux, elle s'est là aussi laissée une optionnalité par rapport au fait que les premières hausses de taux ne suivront pas nécessairement la fin du tapering, en fonction aussi de l'évolution de la croissance et de l'inflation sur lequel il y a encore beaucoup d'incertitudes. Alors dans son discours, lui, il a plutôt l'air de dire qu'il se tient prêt à accélérer sur les hausses de taux plutôt qu'à les réduire, mais effectivement, je pense qu'effectivement, la prochaine réunion, il pourra activer 50 BP si on est dans le cadre d'une résolution diplomatique ou un cessez-le-feu niveau ukrainien. C'est fort possible, mais je pense qu'ils peuvent se permettre effectivement, comme j'expliquais, de reconstituer des marges de manœuvre et de monter ces taux directeurs. De là à être certain qu'ils les monteront à 2,8 ou 2,7, c'est-à-dire les 7 cette année, les 3 ou 4 l'année prochaine, au-dessus du taux neutre à 2,40 pour créer une contraction, en tout cas, de l'économie. Je pense qu'ils se laisseront clairement d'optionnalité en fonction de l'évolution macro-géopolitique. Justement, en matière de marge de manœuvre, on va peut-être continuer avec vous, Léa Dauphas. Christine Lagarde a pris la parole aujourd'hui pour dire que malgré du coup une situation qui ne change pas aujourd'hui au niveau de la BCE, il reste des marges supplémentaires. Alors on ne sait pas lesquelles, mais il y en a. C'est une manière de tenter de rassurer le marché. En revanche, on a vu la Bank of England qui, elle, a décidé de resserrer sa politique monétaire pour la 3e fois consécutive avec une anticipation d'inflation aux alentours de 8%. Est-ce que ça met une pression supplémentaire sur la BCE qui, d'un côté, doit composer avec la situation géopolitique et de l'autre doit elle aussi composer avec ce sujet de l'inflation, en plus auto-alimenté avec le sujet géopolitique et agir sur sa politique monétaire? Ouais, alors la situation pour la BCE pour le coup est beaucoup plus complexe que ce qu'on a sur la Fed. On disait que la Fed a un vrai problème d'inflation.
En zone euro, on a un problème d'inflation, mais qui est engendré par ces coûts et ces tensions sur les prix de l'alimentaire et les prix de l'énergie. Donc un choc d'offres aussi, mais en plus, vu qu'il vient de facteurs exogènes finalement au marché. En tout cas, l'erreur, la situation qui avait fait monter les taux à Trichet en 2008 avant de les baisser ensuite avec la crise financière. La situation de BCE est beaucoup plus complexe parce que d'un côté, elle doit faire face à ce risque inflationniste. De l'autre côté, dans le même sens, elle est également à la traîne face aux autres banques centrales, à la Fed et aussi à la BOE. Mais là où comme on le disait, il y a beaucoup moins de doutes, en tout cas beaucoup moins de risques sur l'impact de la guerre sur la macro-US. En zone euro, on l'est vraiment. On est en train de faire, nous, les dernières estimations, mais suivant le scénario qu'on met sur le conflit ukrainien, on va d'un choc de, on va dire, moins 0,75 si on a une résolution rapide du conflit, un choc qui ira bien au-delà de 2 points par rapport à la croissance qui était prévue cette année, si on a un conflit qui s'enlise avec des contre-sanctions qui sont mises en place sur l'apport en énergie sur l'ensemble de la zone euro. Donc la BCE doit, dans son approche, même si elle a effectivement qu'une target d'inflation dans son objectif, tenir compte de ce choc sur l'inflation, de ce choc qui va nécessairement qui va affecter la croissance en zone euro. On ne peut pas nier aujourd'hui une possible récession technique en zone euro ou en tout cas dans certains pays au cours des prochains trimestres. Alors, Malika Alouk, je vous laisserai répondre. En introduction, je parlais de stagflation. Vous me répondez récession pour le coup. En zone euro, c'est une question qui se pose. On a aujourd'hui, quand vous regardez les modèles et les variables qui sont clés dans les perspectives de croissance en zone euro, la première variable, c'est la confiance des ménages, la perception des prix des ménages. Et donc à partir du moment où... L'indicateur ZIO est très volatile et ce n'est pas nécessairement le bon indicateur à regarder, mais c'est le premier indicateur qu'on a eu sur l'impact de la crise sur le sentiment des ménages allemands. On a bien vu que c'était un choc sur cet indicateur-là. Si on dit on a un choc fort de la croissance et de la confiance des ménages dans un scénario où l'inflation augmente fortement, oui, dans tous les cas, c'est le 7 qui va nous faire ralentir fortement la croissance en zone euro, voire même plus, sachant qu'on venait d'une situation qui était déjà pas très confortable. Oui, et qu'on était censé rentrer dans une période de reprise. Exactement. Et un peu après tout le monde en plus. Exactement. Malika Alouk, même question sur le sujet stagflation, voire récession sur la zone euro. Cette année, on était plutôt optimiste. On se disait c'est l'année de l'Europe. C'est ça. Il y a eu la Chine, les États-unis, c'est bon, c'est notre année. C'est notre année. Il y a eu l'Ukraine, voilà. Ça change les plans et ça va contrarier la BCE. Parce que, évidemment, l'impact sur la croissance, il va être considérable si les choses s'enlisent. Et on le voit déjà sur les profits des entreprises qui ont été déjà ramenés de 8 à 2. Ils vont peut-être passer négatifs dans 2 semaines, 3 semaines si les choses s'enlisent. Et la BCE, je pense, ne fera pas l'erreur de monter les taux alors que la zone européenne rentre en récession, même si c'est technique. Donc plutôt pessimiste sur cette année. Non, pas pour autant pessimiste. Ça dépendra, on l'a dit. Mais est-ce qu'on est capable aujourd'hui d'anticiper réellement un impact sur l'inflation d'une situation A où on serait à un enlisement, à un règlement du conflit rapide, d'une situation B où on serait sur un enlisement, voire sur une situation C où on serait sur une aggravation du conflit. Ça aujourd'hui, la crise européenne, ça devient une crise énergétique là, avec ce qui se passe en Ukraine. Regardez un indicateur, les prix de CO2, comme il a chuté, parce qu'on se dit qu'en Europe, aujourd'hui, on n'a plus de solution que de revenir vers le fossile. Bien sûr, ouais. Pour être de moins en moins dépendant de la Russie. C'est 40% des importations européennes. Donc, quelle est la solution qu'on a aujourd'hui ? La seule solution qu'on aurait, c'est d'importer du gaz des États-Unis par bateau. Mais pour ça, il faut construire... Il faut pouvoir l'importer. Ouais, non, mais il faut les stocker surtout. Oui. Il faut construire des terminaux qui puissent les stocker. Et ça prendrait 2 à 3 ans pour pouvoir le faire. Donc on est très dépendant aujourd'hui de la situation ukrainienne. Et ça peut impacter très négativement les prix de l'électricité et impact sur l'alimentaire, tout ce qui est produits chimiques, tout ce qui est engrais. Donc l'Europe est dans une situation vraiment très complexe. Il faut vraiment qu'on ait une résolution très rapide de son conflit. Mais alors du coup, je repose ma question différemment en lien avec votre réponse. Si on a une résolution rapide, on parle au conditionnel, est-ce qu'on peut rapidement revenir sur le scénario de marché de janvier 2022 par exemple, ou en matière où on serait sur une reprise économique, ou même là, de toute façon, il y a un retard qui est déjà intégré sur l'année 2022 ? Ça, c'est une très très bonne question.
on va y laisser des miettes, mais le scénario sera un peu plus optimiste quand même si on avait un arrêt des hostilités assez rapidement, parce que les gens reprendraient un espoir. Hein. Vous savez, c'est de la psychologie. Hein, Bien sûr, le oui. marché, que ce soit les consommateurs ou que le marché financier, c'est la psychologie. Dans les choses. Vous voyez comment le marché a réagi hier lorsqu'on a eu un article sur le FTI qui annonçait que voilà, Il y avait des négociations en cours, qui étaient effectivement. sérieuses Ouais. et qu'effectivement on allait arriver à un accord. Voilà, c'est pour l'Europe, c'est vraiment c'est la seul moyen de s'en sortir assez rapidement. Sinon, le marché européen va être embourbé dans des révisions à la baisse de la croissance des bénéfices. Même si le marché est dynamique, on va anticiper une hausse du chômage à venir. Voilà, parce que les entreprises vont faire face, qu'on le veuille ou non, à une hausse des coûts qu'elles vont répercuter indéniablement dans les prix. David Belloc, même question sur ce sujet. Donc, finalement, la dépendance des prévisions économiques et financières à ce conflit entre la Russie et l'Ukraine. Oui, elle est complète. En fait, alors il y a des études économiques qui montrent que $10 de plus sur le baril aurait un impact de 0,2 points sur le PIB mondial. D'accord. Et 0,4 points sur l'inflation. Alors, à prendre avec des pincettes, mais ça peut être... $10 de plus par rapport à quel niveau? Aux $100 qu'on voit actuellement sur le pétrole? Non, toute chose étant égale par ailleurs. Donc, on était à $80. Tout $10 supplémentaires. Oui, c'est ça, tout $. D'accord. Tous les $10 supplémentaires. Donc, on était à $80 avant le conflit. On est à 100, $110. Donc, mécaniquement, on a un effet inflation du fait de ce renchérissement du prix de l'énergie. Le cas particulier de l'Europe qui fait qu'on est beaucoup plus à risque en termes de croissance et d'inflation, donc de stagflation potentielle par rapport au reste du monde et notamment les États-Unis, c'est notre dépendance au gaz russe. On importe 40% de notre gaz de Russie. Bien sûr. Et donc avec les conséquences que ça peut avoir sur les prix de l'électricité, compte tenu du mécanisme de coût marginal de production. Bien sûr, plus évidemment la hausse, le renchérissement des métaux industriels et des matières premières en général. Qui fait que, effectivement, et on sait bien, contrairement aux États-Unis, que l'essentiel de notre inflation, 5% annualisée, elle provient des coûts de matières premières et d'énergie. Donc donc on est beaucoup plus dépendant et impacté sur ce type de choc exogène, qui est vraiment une taxe prise sur notre croissance. On n'a pas... par rapport aux perspectives d'inflation, ce que pourrait faire la BCE, d'inflation salariale à proprement parler en zone euro, mis à part en Allemagne où il y a un déséquilibre. On n'a pas l'inflation salariale qu'il y a clairement aux États-Unis. Donc il n'y a pas d'effet de second tour en Europe, c'est ce que, ou en tout cas, il y en aura, mais ils n'ont pas encore pour l'instant impacter directement l'économie réelle comme ils ont pu l'impacter aux États-Unis où il y a encore déjà clairement des effets de second tour avec une inflation sur les services, une inflation qui est beaucoup plus diffuse, une hausse salariale qui est plus généralisée, qui est plus forte. On n'a absolument pas ça pour l'instant en Europe, en zone euro, j'entends, puisqu'au UK, eux, ont une inflation salariale, d'où d'ailleurs la hausse de taux annoncée. Donc on est à risque sur ce choc stagflationniste. Après, donc tout dépend de l'issue du conflit. On a envie de croire effectivement à un cessez-le-feu, en tout cas c'est ce que le marché a commencé à jouer, qui stabiliserait le prix du pétrole, du gaz et des matières premières et pourrait impacter de l'ordre de 1, 1,5, voire maximum 2, mais enfin en tout cas on attendait 4% de croissance réelle avant ce conflit, donc on resterait avec une croissance raisonnable et une inflation par les matières premières qui pourrait progressivement se normaliser. Bien sûr. Donc on est très très dépendant effectivement de l'issue de ce conflit. Alors je reviens sur, parce que je posais la question donc, à Malik Hadouk sur ce sujet, si on arrête, si au conditionnel ce conflit s'arrête dans une semaine, est-ce qu'on peut revenir sur une situation plus normale ou en tout cas plus optimiste de marché et économique sur l'année 2022? Pourquoi je pose la question? C'est parce qu'effectivement on voit les prix du baril du pétrole qui progressent, mais pour le coup aujourd'hui on est sur du trading entre guillemets, sur de l'échange, on n'est pas sur des barils qui sont pas encore livrés parce qu'on n'achète plus de pétrole russe. Donc est-ce qu'on pourrait revenir à une situation normale avant de se retrouver physiquement avec un manque de barils de pétrole, sachant que je parle du pétrole parce que en ce qui concerne le gaz, c'est plus simple entre guillemets d'ouvrir ou de fermer une vanne que de refuser de livrer du pétrole. Mais est-ce qu'on peut
accepter, ou en tout cas envisager l'idée d'un retour à la normale si le conflit se réglait rapidement, comme pourrait le laisser entendre des négociations, même si on entend un petit peu tout et son contraire effectivement depuis 48 heures. Alors, là-dessus, j'ai 2 points. La première chose, c'est que je pense qu'il y a déjà eu une perte de croissance mécanique. D'accord, déjà présente. Automatique, alors qui peut, espérons-le, s'étaler sur quelques mois, un trimestre maximum, notamment en Allemagne, impacté par ces disruptions au niveau des chaînes d'approvisionnement, cette hausse des prix du gaz. Mais Attendez, excusez-moi. L'idée, c'était ça. Est-ce qu'on pouvait revenir sur un scénario moins dramatique que celui qu'on pourrait envisager si jamais il y avait un enlisement? Voilà, c'est ça. Donc, à minima, on peut perdre effectivement un point de croissance réel. On aura, par contre, mécaniquement, puisque je pense qu'il y a un caractère irréversible quand même à ce conflit géopolitique. Je pense que là-dessus, on aura de toute façon nécessaire. Ça a été annoncé par l'Union européenne et je pense qu'elle ira jusqu'au bout. Elle a annoncé 2027. Elle essaiera de faire plus rapidement, mais comment être moins dépendant clairement à la fois en termes de gaz, mais potentiellement même de l'ensemble des échanges commerciaux, matières premières vis-à-vis de la Russie. Donc elle veut diminuer il n'y aura pas de retour en arrière, même si jamais il y a un règlement à court terme. Donc du conflit. 2 tiers l'approvisionnement en gaz. Donc ça veut dire que là, à très court terme, il faut aller chercher du gaz liquéfié, reconstituer pour l'hiver prochain des réserves. Ce gaz liquéfié, avec le coût du fret en provenance du Qatar, des États-Unis, aura forcément un coût. Donc on ne pourra pas revenir sur des niveaux pré-conflit. Pour ce qui est du baril de pétrole, même chose, on aura un risque géopolitique nécessaire. Et aussi un déséquilibre offre-demande qui fait qu'on peut rester sensiblement au-dessus de 100 à 110 dollars dans des estimations sur le premier semestre. Donc, et bien évidemment, la transition écologique et environnementale qui nécessite énormément d'investissements en renouvelables, mais également en efficacité énergétique, mais qui a quand même un coût et qui renchérira progressivement le coût de l'électricité. Ce qu'il faut voir en face aussi par rapport à ces perspectives de croissance zone euro, ce qui n'a pas été annoncé aux US, c'est la relance budgétaire qui a été annoncée. C'est 1 à 2 points de PIB, déjà 1 point de PIB quasi acquis en Allemagne, et qui accélérera déjà cette transition environnementale énergétique. Via des chèques énergie, permettra de compenser une partie du perte de pouvoir d'achat des consommateurs. Donc ça pourra un petit peu soutenir la consommation et relancer la défense dans le cas de l'Allemagne, comme ça a été évoqué. Donc, alors, je vous propose de changer, il nous reste 10 minutes, de changer de continent avec vous, peut-être Léa Dauphas. Un mot de la Chine également. Donc, en Chine, la situation est différente. On a un soutien monétaire de la Banque populaire de Chine, en tout cas qui est toujours présent, malgré, contre toute attente, effectivement, la Banque populaire de Chine reste accommodante. Et puis surtout, hier, on a eu un gouvernement chinois qui a dérogé un petit peu à ses habitudes, si je puis le dire ainsi. On était habitué à avoir un gouvernement chinois qui vérifiait ce qui se passait de très près dans son économie, que ce soit sur les techs ou sur le crédit immobilier, qui n'hésitait pas à même mettre certaines économies en danger pour venir faire en sorte que un alignement finalement entre économie et politique. Et puis hier, du coup, le gouvernement chinois a annoncé mettre en place toutes les mesures nécessaires pour soutenir l'économie et notamment soutenir les marchés de capitaux. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de ce revirement? Est-ce que la Chine veut revenir sur le plan international, peut-être comme moteur de croissance, comme on a pu le connaître il y a un an? Comment comprendre ce revirement? Alors, je pense qu'il faut être très prudent sur l'analyse Chine et prendre un peu de recul, à la fois recul sur les derniers mois et puis même une recul un peu plus longue. La Chine est, avant même la crise Covid, dans une phase de bascule structurelle. En gros, elle passait d'une croissance de plus 10 à une croissance de plus 5 et c'est un phénomène long. Bien sûr. Qu'elle alimente, qu'elle soutient et qu'elle demande. Aujourd'hui, la Chine, depuis l'année dernière, était dans cette phase d'assainissement des bilans de sociétés, notamment sur les sociétés immobilières, qui est en cours, qui était accompagnée, mais elle a toujours été sur une ligne de crête entre on souhaite assainir le bilan et réorienter notre croissance vers des moteurs domestiques. Et donc, elle était dans cette épure-là. Sont arrivés depuis l'année dernière le choc Covid, où on a des on and off en continu qui affectent fortement l'économie. Le contexte géopolitique fort, où là, on demande à la Chine d'asseoir ou pas sa situation de puissance. Bien sûr. Donc,
les mesures qui ont été la semaine dernière, hier, font aussi suite à l'ajustement massif qu'on avait vu sur les bourses chinoises. Oui, et notamment le Hang Seng de Hong Kong qui a atteint un plus bas qu'il n'avait pas connu depuis 2008. Oui, bien donc sûr. voilà, dans son rôle, et surtout la capacité monétaire et financière qu'elle a à soutenir l'économie chinoise, elle est totalement dedans. Elle est sur cette ligne de crête où petit à petit, elle évite à la fois tout risque systémique et notamment systémique sur le bancaire, mais elle continue aussi d'ajuster son économie pour la mettre en ligne avec ses attentes qu'elle avait données dans ses plans quinquennaux. Donc, c'est une bonne nouvelle. On a eu d'excellents chiffres récemment. Maintenant, il faut prendre un peu de recul. C'était attendu, c'était voulu, c'est un soutien. Mais la Chine reste sur une ligne de crête. L'objectif qui a été fixé de 5,5% de croissance cette année va être compliqué à tenir. Et il va y avoir un soutien de l'économie. Mais on n'est pas dans un environnement qui est positif pour la Chine. On parlait de la question des problématiques ukrainiennes. Alors, la zone asiatique est peu impactée en termes directs. Non, mais il y a un échange entre Joe Biden et Xi Jinping justement demain sur le sujet. Parce que la question, c'est de savoir globalement de quel côté se trouve la Chine, ou en tout cas, est-ce qu'elle va choisir ou non un côté. Alors, la Chine fera une alliance de circonstances avec la Russie, et elle fera tout pour être sur un juste milieu. Non, la vraie problématique qu'on a, qu'on oublie très vite, mais c'est la problématique Covid qui n'est pas résolue et qui va être un problème pour la dynamique conjoncturelle. Et aussi toutes ces dépendances de l'Ukraine et de la Russie vers certains composants sur des gaz rares, sur certains phénomènes qui vont totalement affecter les perspectives et les chaînes de valeur sur les produits manufacturés en Chine. Et donc, toutes les problématiques qu'on a vues l'année dernière qui avaient amené à ce ralentissement de l'économie chinoise, il va se poursuivre alors qu'on s'attendait plutôt à un rebond sur le premier semestre. Donc, le soutien de l'économie, en tout cas le soutien du pouvoir chinois, il est cohérent avec sa logique de on accepte le soft landing et on entretient le soft landing de l'économie chinoise. Donc la Chine ne redevient pas forcément une thématique d'investissement, ou en tout cas avec des pincettes et en sachant exactement ce qu'on fait. Dans les zones aujourd'hui, compte tenu de la situation géopolitique, la zone asiatique est une zone à mettre en avant. C'est celle qui est le plus éloignée du conflit, c'est celle qui est dans cette dynamique positive. Maintenant, on est toujours dans cette phase d'ajustement où il faut être vigilant. Malik Hadouk, comment est-ce que vous regardez du coup vous la thématique d'investissement Chine pour le coup ? Je ne vais pas me contredire. Il y a un mois et demi, j'avais dit que la baisse de taux annoncée par la Banque centrale chinoise était le signal qu'il fallait se renforcer sur les actions chinoises et que c'était la thématique du moment. Après, ce qui a été... Ça n'a pas été annoncé, c'est pour ça que le marché aujourd'hui anticipe, mais il l'a bien anticipé, mais il faut attendre les mesures. Mais ce qu'a fait le gouvernement chinois, il devait le faire. On ne pouvait pas laisser le marché chinois, le marché financier, comme ça, perdre 10, 20, 30, 40% et tuer ces entreprises privées. Parce que tuer ces entreprises privées, c'est tuer le financement. Et les Chinois, quoi qu'ils disent, ils ont besoin de financement. Ils sont à la pointe de la technologie, ils ont besoin de financer ces entreprises-là. Et la politique de régulation qu'ils avaient mis en place, à mon avis, elle était allée trop loin. En plus, il y a eu l'imbroglio avec la Russie, il y a eu les inquiétudes sur Taïwan. Tout ça a entraîné le marché chinois dans une spirale baissière qui était destructrice, honnêtement, pour le gouvernement chinois. Et le Premier ministre l'a reconnu. Il a dit indirectement qu'il avait besoin du marché financier. Donc, nous, on est plutôt enclin à continuer sur les actions chinoises et en reprendre à ces niveaux-là. Et alors, le sujet, justement, de guerre en Ukraine et donc de ligne de crête de la Chine vis-à-vis de la Russie peut être un facteur de risque vis-à-vis d'investissement en Chine aujourd'hui ? Oui, mais je ne pense pas que les Chinois vont clairement annoncé qu'ils vont soutenir les Russes. Voilà. D'un autre côté, ils sont en train de discuter avec les Américains sur le listing des entreprises chinoises. Ça semble en bonne voie parce qu'ils ne souhaitent pas aussi le délisting des actions chinoises qui sont cotées aux États-Unis. Bien sûr, oui. Ils ont un mauvais souvenir de Donald Trump. Exactement, ils ont un mauvais souvenir. Donc, je ne pense pas qu'ils prendront position sur la Russie de manière très, très, très prononcée. Donc on est plutôt dans ce qu'elle disait, voilà, on est sur une ligne de crête, on n'ira ni à droite ni à gauche, on va rester au milieu pour préserver les intérêts. David Belloc, est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter sur cette thématique d'investissement en Chine en lien avec, c'est là où la pandémie reprend, si tant est qu'elle est arrêtée un jour, mais en tout cas où on revient sur le devant de la scène, et en plus il y a ce sujet de proximité avec la Russie, tout en gardant en tête effectivement ce soutien annoncé hier du gouvernement à l'économie chinoise.
Alors, nous, chez Mirova, on n'investit pas en Chine pour des raisons ESG, clairement. D'accord. Pour autant, on observe bien évidemment la situation chinoise et son impact sur l'économie mondiale, et notamment européenne et américaine. En fait, la Chine, c'est le premier exportateur mondial, 15% du commerce mondial, donc elle est extrêmement dépendante des pays occidentaux. Elle ne peut pas se fâcher avec les pays occidentaux et elle doit éviter des sanctions financières. Elle a effectivement eu énormément de volatilité sur les marchés, notamment les ADR chinois cotés aux États-Unis, pour lequel donc elle a besoin de rassurer aussi ses investisseurs offshore. Donc c'est pour ça que ça a été une sorte de whatever it takes chinois, à la fois d'un point de vue économique et d'un point de vue financier, pour assurer une certaine stabilité sur ce type d'investissement. Et d'une manière générale, effectivement, elle est sur une ligne de crête, mais on voit bien qu'elle doit faire en sorte de maintenir au maximum ses exportations et son commerce vis-à-vis des pays occidentaux, tout simplement parce que sur le marché intérieur, sa consommation domestique est en berne, déjà depuis un petit moment, particulièrement d'ailleurs, et les indicateurs avancés ou temps réel le montrent avec la résurgence du Covid. Elle a effectivement aussi un marché d'immobilier qui, suite à Evergrande en septembre, a montré des signes de faiblesse très clairs ces dernières semaines. Et même si elle avait, du moins au vu des PMI, des indicateurs avancés, un début d'année, janvier-février correct avant ce choc, cette guerre en Ukraine, on voit que là, elle est en position de faiblesse et elle a tout intérêt à ménager effectivement ses relations avec les Occidentaux. Rapidement, David Belloc, et on fera le même exercice avec vous, Léa et Malik. Après, qu'est-ce que vous regardez du coup dans ce contexte assez incertain aujourd'hui ? Alors, dans ce contexte assez incertain, donc, on avait réduit clairement notre pondération action mi-février, enfin début mi-février, davantage pour des questions de hausse des taux longs et de resserrement politique monétaire Fed que par rapport à une réelle crainte qu'on ne l'avait pas anticipée d'invasion de l'Ukraine. On a renforcé cette sous-pondération suite à la déclaration d'indépendance des pays de Donbass. Et on a trouvé effectivement maintenant plus d'une dizaine de jours, après une très forte baisse, de l'ordre de 15%, avec des secteurs, notamment auto, banque, cyclique, et des valeurs qui étaient exposées Russie, avec des expositions directes assez faibles finalement, étaient complètement massacrées, et qui, avec une forme de capitulation et de possibles forts rebonds, en cas d'amélioration du news flow, ce qui a été le cas, et d'une possible anticipation de cessez-le-feu. Donc on a racheté pour se neutraliser. Pour autant, on n'est pas parfaitement serein, bien évidemment, compte tenu de l'incertitude géopolitique et incertitude au sujet de l'inflation par rapport aux perspectives fin 2022. On pense quand même que si on trouve une issue rapide, diplomatique à cette crise, on a un peu d'upside sur les marchés actions. Et pour ce qui est du positionnement, on pense que sur les taux, on a encore un peu de hausse de taux, mais on a fait gros du chemin. Et par rapport au positionnement sur les marchés actions, on va avoir une patte vraiment croissance structurelle qui donc est positionnée énergie renouvelable, plan de relance budgétaire et transition, couplée à une poche un peu plus risquée sur des valeurs décotées, y compris banque ou auto, lorsqu'on estime que les valos sont attractifs. Même exercice, Léa Dauphas, peut-être un petit peu plus court avec le temps qui nous reste. Moi, je vais faire la situation économique dans ce cas-là. La manière dont l'économiste voit aujourd'hui le marché, tous nos outils indiquent qu'on est dans une zone extrêmement volatile, avec des probabilités de défaut qui sont beaucoup trop fortes aujourd'hui et qui n'ont pas du tout soit ajusté aux risques, soit mis en avant les risques qu'ils ont à venir. En termes macro, on considère qu'aujourd'hui, le marché n'est pas en pricing de ce qui va se passer. À la fois le choc de récession, à la fois le choc d'inflation, et probablement pas la poursuite du conflit qui nous met une probabilité plus forte que ce qu'a le marché aujourd'hui. Beaucoup de prudence. Et pour finir, Malik Haddouk, qu'est-ce que vous regardez aujourd'hui? Comment vous voyez la situation actuelle? Beaucoup de volatilité, donc il y a des opportunités sur certains secteurs qui ont été maltraités par la crise ukrainienne. Donc c'est ces secteurs-là qu'on regarde. En termes d'exposition action, on avait été très fortement sous-pondéré, on était revenu suite aux fortes baisses. Mais ce qu'on a fait, effectivement, c'est de prendre des profits sur tout ce qui est matières premières, énergie, pour revenir sur les secteurs les plus corrélés à la hausse des taux.
on est toujours sur une rotation plutôt value que croissance. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Malik Hadouk, directeur de la gestion diversifiée de CPRM. Merci Léa Dauphas, chef économiste chez TAC Economics. Et merci David Belloc, gérant et stratégiste chez Mirova. Quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Marché à thème.